Vous écoutez La Part du Neuf, le podcast de la FPI. La Part du Neuf, c'est ce que le logement neuf apporte à la France et aux Français. La possibilité de se loger, de travailler, d'étudier, de fonder une famille et de compter sur des bâtiments plus performants et mieux adaptés aux usages. À chaque épisode, les experts de la Fédération des promoteurs immobiliers décryptent pour vous la conception, le financement et la réalisation du logement neuf en France, pour mieux comprendre ce qui se joue derrière les mots « logement neuf ». La loi de finances pour 2026 est entrée en vigueur. Elle intègre un dispositif de soutien à l'investissement locatif voulu et assumé par le gouvernement, le statut du bailleur privé. À l'origine de ce dispositif, la Fédération des promoteurs immobiliers, parce que ce dispositif est la condition essentielle pour que les Français investissent dans le logement collectif neuf. Dans cette première saison de notre podcast La Part du Neuf, nous vous donnerons les clés pour bien comprendre le statut du bailleur privé avec les meilleurs experts de la FPI. Qu'est-ce que le statut du bailleur privé? À qui s'adresse-t-il? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les logements éligibles? Où peut-on l'utiliser? Pourquoi est-il intéressant? Dans cet épisode, Ilham Bouzar, juriste au sein de la FPI France, décryptera pour vous tous les contours de ce nouveau dispositif. Qu'est-ce que le statut du bailleur privé? Le statut du bailleur privé est un nouveau dispositif fiscal créé par la loi de finances pour 2026. Il a pour objectif d'encourager l'investissement locatif dans le logement collectif neuf en permettant aux investisseurs de bénéficier d'un mécanisme d'amortissement en contrepartie d'un engagement de location à loyer encadré. Concrètement, il s'adresse aux particuliers qui souhaitent acheter un logement pour le louer tout en bénéficiant d'un avantage fiscal encadré par des conditions précises. Est-ce que le statut du bailleur privé est réservé aux zones tendues comme avec le dispositif précédent, le Pinel? Le statut du bailleur privé est plus souple. Contrairement au dispositif Pinel, il est applicable sur l'ensemble du territoire français. Qu'en est-il des Outre-mer? Le dispositif s'applique aux logements situés en France, y compris en Outre-mer, sous réserve du respect des règles de non-cumul prévues par le texte. Y a-t-il des points de vigilance? Oui, il y en a. Même sans zonage, l'emplacement reste déterminant. La réalité de la demande locative locale et l'adéquation des loyers plafonnés avec le marché doivent être analysées avec attention. Est-ce que les personnes morales sont éligibles? Être éligible au statut du bailleur privé, concrètement, ça signifie qu'une personne physique et seulement une certaine catégorie de personnes morales peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ou niche fiscale. Concrètement, sont éligibles donc les personnes physiques et les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, comme par exemple les SCI qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et est-ce qu'il y a des points de vigilance à connaître? Alors oui, il faut faire attention parce que les achats par exemple en démembrement ne sont en principe pas admis dans le cadre du statut du bailleur privé. Donc je vais rappeler ce que c'est que le démembrement. Ça consiste à séparer la propriété du logement entre un usufruitier qui peut occuper le bien ou en percevoir les loyers et un nu propriétaire qui détient le bien sans pouvoir l'utiliser ni en percevoir les revenus. Une exception est toutefois prévue en cas de décès d'un des époux soumis à imposition commune. En fait, le dispositif peut alors être repris par le conjoint survivant ou par le titulaire de l'usufruit, sous réserve du respect des autres conditions du statut. En d'autres termes, pour bénéficier du statut du bailleur privé, il faut être plein propriétaire du logement. Les montages où la propriété est partagée ne sont donc pas éligibles, sauf dans cette situation particulière liée au décès de l'un des époux. Quels sont les logements éligibles au statut du bailleur privé? Toutes les catégories de logements sont-elles éligibles? Le statut du bailleur privé s'applique aux logements situés en France dans des bâtiments d'habitation collectif. Il concerne tout d'abord les logements neufs, qu'ils soient acquis directement une fois achevés ou en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire achetés sur plan avant la construction. Le dispositif s'applique également aux logements ayant fait l'objet d'une rénovation à neuf ou de travaux de réhabilitation lourds, permettant de leur conférer des caractéristiques comparables à celles d'un logement neuf. Il s'applique dans les mêmes conditions aux logements actuellement en cours de commercialisation comme à ceux qui le seront à l'avenir. Enfin, le statut du bailleur privé concerne aussi les logements que l'investisseur fait construire lui-même, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de la création de logements supplémentaires dans un bâtiment existant, par exemple dans le cadre d'une transformation ou d'une extension. Quelle est la différence entre logement rénové à neuf et réhabilitation lourde? Alors, la rénovation à neuf, au sens de la TVA, correspond à des travaux si importants que le logement est considéré fiscalement comme un équivalent à un logement neuf.
Ça vise notamment les situations où les travaux portent sur la majorité des éléments structurants du logement ou rendent le bien à nouveau habitable comme un logement neuf. Les travaux de réhabilitation lourde sont quant à eux ceux qui permettent d'obtenir un DPE A ou B et de respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des logements neufs, et pour lesquels les travaux d'amélioration réalisés doivent représenter au moins 30% du prix d'acquisition du bien. Les maisons ne sont pas éligibles ? Effectivement, les maisons individuelles ne sont pas éligibles au statut du bailleur privé. En effet, le gouvernement entend opérer un ciblage au profit des logements acquis neufs dans un bâtiment d'habitation collectif afin de concilier la nécessaire relance de la construction neuve avec les objectifs de zéro artificialisation nette des sols en 2050. En résumé, sont éligibles les logements situés en France dans un bâtiment d'habitation collectif, à savoir un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de 2 logements partiellement ou totalement superposés. Il peut s'agir de logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ou VFA, ou bien de logements rénovés à neuf ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde. Retenez que les maisons individuelles ne sont pas éligibles au statut du bailleur privé. La loi de finances pour 2026 est entrée en vigueur le 20 février 2026. Est-il déjà possible d'avoir recours à ce statut ? Un promoteur peut-il dès aujourd'hui en parler à ses clients ? Le statut du bailleur privé s'applique aux logements acquis entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Quelle est la date retenue pour apprécier l'éligibilité d'un logement au statut du bailleur privé ? C'est la date de signature de l'acte notarié qui est prise en compte, peu importe la date de signature d'un avant-contrat, par exemple le contrat de réservation. En résumé, le statut du bailleur privé s'applique aux logements acquis entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Pour apprécier l'éligibilité du dispositif, seule la date de signature de l'acte de vente notarié est prise en compte, indépendamment de la date de l'avant-contrat. Le statut du bailleur privé repose sur un amortissement. Peux-tu, Ilem, nous expliquer comment ça marche ? Le principe de l'amortissement est le suivant. Il permet au bailleur de réduire l'impôt sur les loyers en déduisant chaque année une partie du prix de son logement. Concrètement, l'administration fiscale considère qu'une fraction de la valeur du bien peut être déduite des loyers perçus, ce qui diminue le montant imposable. Avec le statut du bailleur privé, l'amortissement est calculé sur une base correspondant à 80% du prix d'acquisition du logement. En cas de travaux de rénovation, cette base peut être étendue à 80% du prix d'acquisition, majoré du montant des travaux réalisés. Chaque année, le bailleur peut ainsi déduire un pourcentage de cette base. Ce pourcentage varie selon le niveau de loyer pratiqué et les ressources du locataire. Concrètement, plus le loyer est modéré, plus le taux d'amortissement est élevé, et plus l'avantage fiscal est important. L'amortissement débute à compter de l'achèvement du logement ou de son acquisition si celle-ci intervient après, et il s'applique pendant toute la durée de l'engagement de location. Le dispositif prévoit des avantages différents selon le niveau de loyer pratiqué. Lorsque le logement est donné en location dans le respect des plafonds de loyer et de ressources du logement intermédiaire, le statut du bailleur privé permet de pratiquer un amortissement à hauteur de 3,5% par an pour un logement neuf et de 3% par an pour un logement faisant l'objet de travaux de rénovation. Les déductions d'amortissement sont plafonnées à 8 000 € par an et par foyer fiscal. J'ai acquis un logement neuf et je bénéficie déjà pour ce logement du dispositif Pinel. Est-ce que je peux cumuler mon Pinel avec ce nouveau statut du bailleur privé ? Le statut du bailleur privé ne peut pas être cumulé pour un même logement avec d'autres dispositifs fiscaux existants. C'est notamment le cas des dispositifs tels que le Pinel ou le Denormandie, mais aussi des régimes applicables en Outre-mer comme la réduction d'impôt en faveur du logement social ou le dispositif Girardin, ainsi que des dispositifs liés à la rénovation comme le Malraux ou le régime des monuments historiques. Enfin, le statut du bailleur privé n'est pas compatible non plus avec le régime du microfoncier, que ce soit pour un logement neuf ou rénové. Le mécanisme d'amortissement peut-il être poursuivi au-delà de l'engagement minimal de 9 ans, jusqu'à l'amortissement de 80% de la valeur du logement ? Oui, c'est possible et c'est surtout même recommandé. Et longue, plus la plus-value est progressivement réduite jusqu'à une exonération totale selon les délais prévus par la réglementation. En fait, dans le cas du statut du bailleur privé,
On a lu que les déductions de l'amortissement seront réintégrées dans le calcul de la plus-value immobilière. En d'autres termes, le prix d'acquisition du bien est minoré du montant des amortissements admis en déduction. Sur le calcul de la plus-value à la revente du bien, les amortissements déduits sont réintégrés. Même si les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la revente du bien, les abattements pour durée de détention peuvent-ils toujours s'appliquer ? Alors oui, les amortissements pratiqués sont bien réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la revente du bien. Concrètement, ça signifie que le prix d'acquisition est corrigé du montant des amortissements déduits, ce qui peut mécaniquement augmenter la plus-value. Concrètement, ça signifie que le prix d'acquisition est corrigé du montant des amortissements déduits, ce qui peut mécaniquement augmenter la plus-value. En revanche, cette règle n'empêche pas l'application du régime de droit commun. Les abattements pour durée de détention continuent donc de s'appliquer, aussi bien pour l'impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux. En pratique, plus la durée de détention est longue, plus la plus-value est progressivement réduite jusqu'à une exonération totale selon les délais prévus par la réglementation. La plus-value sera-t-elle exonérée d'impôt au bout de 30 ans de détention du bien ? Oui, en effet, le régime de droit commun s'applique. Est-il possible d'appliquer le dispositif du statut du bailleur privé aux logements achevés en stock dur ? Oui, le statut du bailleur privé s'applique à tous les logements neufs actuellement en cours de commercialisation, comme à ceux qui seront commercialisés à l'avenir, sans condition liée à la date de dépôt du permis de construire. Quelles conditions l'investisseur doit-il respecter pour bénéficier du statut du bailleur privé ? C'est très simple, il y a 5 points à connaître. Donc, le premier point, c'est que l'investisseur doit opter pour le dispositif lors de sa déclaration de revenus, au titre de l'année d'achèvement du logement ou, si elle est postérieure, de l'année de son acquisition. Deuxièmement, le logement doit être loué nu, à usage de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés. Les parts de la société doivent être conservées pendant cette même durée. Troisièmement, la location doit respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires qui varient selon le type de logement concerné. Quatrièmement, le logement doit faire l'objet d'une location effective et continue dans un délai maximal de 12 mois suivant l'achèvement des travaux ou l'acquisition du bien si elle est postérieure. Et enfin, il est interdit de louer le logement à un membre de son foyer fiscal ou à un parent ou allié jusqu'au 2e degré inclus. Il n'y a pas de délai imposé pour les travaux, ni d'exigence énergétique supplémentaire au-delà des règles existantes. Le dispositif ne fixe pas de limite au nombre de logements pouvant être acquis, mais l'avantage fiscal reste encadré par un plafond annuel de déduction par foyer fiscal. Et enfin, il est applicable sur l'ensemble du territoire. Vous venez d'écouter La Part du Neuf, le podcast de la FPI France. Pour continuer à décrypter le logement neuf et ses enjeux, retrouvez-nous très bientôt dans un prochain épisode. À très vite!